Salut tout le monde. On continue le livre Le voleur de foudre. On est au chapitre 11 et c'est parti. 11. Nous nous rendons au palais du nain de jardin. Dans un sens, c'est bien de savoir que les dieux grecs existent, parce qu'on peut s'en prendre à quelqu'un quand tout va mal. Par exemple, lorsqu'on s'éloigne d'un car qui vient d'être attaqué par de vieilles monstresses et grillé par la foudre, et qu'il pleut par-dessus le marché, on pourrait croire, comme la plupart des gens, que c'est la faute à pas de chance. Quand on est un sang mêlé, on comprend qu'une force divine quelconque s'emploie résolument à vous cacher la journée. Nous marchions tous les trois, Annabeth, Grover et moi, dans la forêt qui porte la côte du New Jersey, les lumières de New York. Derrière nous, sur l'autre rive de l'Hudson, teintait le ciel nocturne d'un halo jaune et l'odeur du fleuve nous prenait à la gorge. Grover tremblait et bêlait, la terreur réduisant ses grands yeux de chèvre en fente étroite. Les trois bienveillantes, les trois à la fois, a-t-il murmuré. J'étais moi-même en état de choc. L'explosion des vitres du car tintait encore à mes oreilles. Mais Annabeth nous relançait sans répit en disant: Allez, avancez, plus on s'éloigne, mieux ça vaut. Tout notre argent était là-bas, lui ai-je rappelé. Nos provisions et nos vêtements, tout. Eh bien, peut-être que si tu n'avais pas décidé de te joindre au combat, qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Que je les laisse vous tuer? Tu n'avais pas besoin de me protéger. Percy, je m'en serais très bien sortie toute seule. En rondelle, a glissé Grover, mais très bien. Tes doigts piqués. Grover a poussé un bêlement mélancolique. Des boîtes en fer blanc, un superbe stock de boîtes en fer blanc. Le sol était spongieux sous nos pieds et nous avancions entre des arbres tordus et disgracieux qui dégageaient une odeur de linge rance. Au bout de quelques minutes, Annabeth s'est approchée de moi. Écoute, sa voix a chancelé. J'apprécie que tu sois revenu pour nous, d'accord? C'était vraiment courageux. Nous formons une équipe, que je sache. Elle a attendu un moment avant de reprendre. C'est juste que si tu mourais, en dehors du fait que ce serait vraiment moche pour toi, cela signifierait la fin de la quête. Ceci peut être ma seule chance de voir le monde réel. L'orage avait enfin cessé. Le halo de la ville s'estompait derrière nous, ce qui nous laissait dans une obscurité quasi totale. Je ne distinguais presque rien d'Annabeth, si ce n'est l'éclat de ses cheveux blonds. Tu n'as pas quitté la colonie des sans mêlés depuis tes 7 ans, lui ai-je demandé. Non, seulement pour de courtes excursions. Mon père, le professeur d'histoire, ouais, ça ne se passait pas bien pour moi à la maison. Je veux dire, ma vraie maison, c'est la colonie des sans mêlés. Ses paroles se bousculaient à présent, comme si elle avait peur que quelqu'un la fasse taire. À la colonie, tu t'entraînes tout le temps, et c'est cool bien sûr, mais les monstres sont dans le monde réel. C'est là seulement que tu peux découvrir ce que tu vaux. Si je ne l'avais pas bien connu, j'aurais juré qu'il y avait une pointe de doute dans sa voix. Tu te débrouilles pas mal avec ce couteau, ai-je dit. Tu trouves? Moi, quelqu'un qui peut jouer à dada sur le dos d'une furie, je dis respect. Je ne la voyais pas vraiment, mais j'ai eu l'impression qu'elle souriait. Tu sais, a-t-elle ajouté, je devrais peut-être t'en parler, un truc bizarre dans le car. Mais je n'ai pas su ce qu'elle voulait me dire, car un tout, strident nous a interrompus. Comme un bruit de chouette qu'on torture. Et ma flûte de pan marche encore, s'est écrié Grover. Si je pouvais me rappeler une chanson. Trouve chemin, nous pourrions sortir de ce bois. Il a émis quelques notes, mais l'air faisait toujours horriblement penser à Hilary Duff. En fait, de chemin, je suis aussitôt rentré dans un arbre et je me suis fait une belle bosse sur le front. Ajouter la liste des talents que je n'avais pas, la vision infrarouge. Après 1 ou 2 kilomètres, à trébucher, à baisser
excellente. J'ai réalisé que je n'avais rien mangé qui ne soit pas sain depuis mon arrivée à la colonie des sans-mêlés, où on m'avait nourri de raisins, de pain, de fromage et de grillades extra maigres, préparées au barbecue par des nymphes. J'avais besoin d'un double cheeseburger. Nous avons continué à marcher jusqu'au moment où j'aperçus, entre les arbres, une route à 2 fois déserte. De l'autre côté se trouvait une station-service fermée, un panneau portant une affiche de film des années 1990 en lambeaux et un seul magasin ouvert. D'où provenait la lumière du néon et la bonne odeur. Ce n'était pas un fast-food comme je l'avais espéré. C'était un de ces magasins de bord de route bizarres qui vendent des flamants roses en plâtre pour les jardins, des indiens en bois, des grizzlies en ciment, tout ce genre de trucs. Le bâtiment principal était un entrepôt long et bas, entouré d'au moins 1 hectare de statues. L'enseigne au néon au-dessus du portail d'entrée était impossible à lire pour moi, car s'il y a une chose qui est pire pour ma dyslexie que l'anglais ordinaire, c'est l'anglais en lettres attachées, lumineuses et rouges. Pour moi, ça ressemblait à ça. Elle plaisa du nez ed archtin ed dieta mais. Bon sang, qu'est-ce qu'il y a marqué? Ai-je demandé. Je ne sais pas, répondit Annabeth. Elle adorait tellement lire que j'avais oublié qu'elle était dyslexique aussi, elle aussi. Grover a traduit le balai du nain de jardin de Tati M. De part et d'autre de l'entrée, comme annoncé, se tenaient 2 nains de jardin en ciment, d'horribles petits bonhommes barbus qui souriaient une main en l'air comme s'ils allaient se faire prendre en photo. J'ai traversé la route, attiré par l'odeur de hamburger, et s'est écrié Grover pour me retenir. Il y a de la lumière à l'intérieur, a dit Annabeth. C'est peut-être ouvert. Snack bar, ai-je dit avec nostalgie. Snack bar, a-t-elle renchéri. Vous êtes fous, tous les deux ou quoi, a dit Grover. Cet endroit est louche. Nous l'avons ignoré. La cour de devant était une forêt de statues, des animaux en ciment, des enfants en ciment, et même un satyre en ciment jouant de la flûte de Pan, qui a donné la chair de poule à Grover. Bé, on dirait mon oncle Ferdinand. Nous nous sommes arrêtés devant la porte de l'entrepôt. Ne frappez pas, a plaidé Grover. Je sens des monstres. Tu as le nez encore plein de furie. Plein des furies, lui a dit Annabeth. Tout ce que je sens, moi, c'est une odeur de hamburger. Tu n'as pas faim? De la viande, a-t-il dit d'un ton méprisant. Je suis végétarien. Tu manges des enchiladas au fromage et des canettes d'aluminium, lui ai-je fait remarquer. Ce sont des légumes. Venez, allons-nous-en. Ces statues, elles me regardent. À ce moment, la porte s'est entrebâillée et la silhouette d'une grande femme du Moyen-Orient s'est dressée devant nous. Du moins, ai-je supposé qu'elle était du Moyen-Orient, car elle était vêtue d'une longue robe noire qui la recouvrait jusqu'aux pieds. À l'exception de ses mains, elle avait la tête entièrement voilée. Ses yeux brillaient derrière un rideau de gaze noire, mais c'est à peu près tout ce que j'ai pu distinguer. Ses mains, couleur café, paraissaient vieilles, mais elles étaient élégantes et soignées. Aussi me suis-je imaginé que c'était une grand-mère qui avait jadis été une très belle dame. Son accent, lui aussi, évoquait vaguement le Moyen-Orient. Les enfants, s'est-elle dit, il est trop tard pour être seul dehors. Où sont vos parents? A commencé Annabeth. Nous sommes orphelins, ai-je dit. Orphelins, a dit la dame. Le mot semblait étranger dans sa bouche, mais certainement pas, mes chéris. Nous avons été séparés de notre caravane, ai-je repris. La caravane de notre cirque ambulant. Le directeur de la troupe nous avait dit de nous rendre à la station-service, si jamais nous nous perdions, mais peut-être qu'il oubliait, ou peut-être qu'il parlait d'une autre station-service. En tout cas, nous sommes perdus. C'est une odeur de nourriture que je sens. Oh, ma chérie, a dit la femme, entrez donc, pauvre enfant. Je suis Tati M. Allez tout au fond de l'entrepôt, s'il vous plaît. Il y a un coin repas. Nous l'avons remercié et sommes entrés. Un cirque ambulant, hein, a grommelé Annabeth à mon oreille. Faut toujours avoir un plan, pas vrai? T'as dû varier
déloger ne serait-ce qu'une seule de ces statues, car elles étaient toutes grandes, grandeur nature. Mais je me suis surtout dit, miam miam, allez-y, dites que je suis idiot d'être entré comme ça dans le magasin d'une dame bizarre, rien que parce que j'avais faim. Mais parfois, je suis impulsif. Et puis, vous n'avez jamais senti l'odeur des hamburgers de Tati M, cet arôme. C'était comme du gaz hilarant dans le fauteuil du dentiste. Tout le reste disparaît. C'est à peine si je remarquais les gémissements inquiets de Grover. L'étrange façon dont les statues semblaient me suivre des yeux, ou le fait que Tati M fermait la porte à clé derrière nous. Tout ce qui comptait à mes yeux, c'était de trouver le coin repas, et comme promis, il trônait au fond de l'entrepôt. Un comptoir de fast-food avec un grill, un distributeur de soda, un mini-four pour réchauffer les quiches et un distributeur de nachos au fromage. Tout ce dont on pouvait rêver, plus quelques tables et chaises en acier disposées devant le comptoir. Je vous en prie, asseyez-vous, a dit Tati M. Géant, ai-je dit. A avancé Grover à contre-cœur. Nous n'avons pas d'argent, madame. Avant que j'aie pu lui donner un coup de coude dans les côtes, Tati M s'est crié. Non, non, les enfants, pas d'argent. C'est un cas particulier, n'est-ce pas? C'est moi qui régale, pour de si gentils orphelins. Merci, madame, a dit Annabeth. Tati M s'est raidie comme si Annabeth avait commis un impair, mais elle s'est redétendue si vite que je me suis dit que je me faisais décider. Mais je t'en prie, Annabeth, a-t-elle dit, tu as de si beaux yeux gris, mon enfant. Ce n'est que plus tard que je me suis demandé comment elle connaissait le nom d'Annabeth alors que nous ne nous étions pas présentés. Notre hôtesse a disparu derrière le comptoir et s'est mise à cuisiner en un clin d'œil. Elle nous a apporté des plateaux en plastique chargés de double cheeseburger, de milkshake, vanille et de portions de frites géantes. À la moitié de mon cheese, je me suis souvenu de respirer. Annabeth buvait bruyamment son milkshake. Grover picorait des frites et reluquait la feuille de papier qui tapissait le plateau comme s'il était tenté, mais il avait encore l'air trop tendu pour manger. Qu'est-ce que c'est que ce sifflement, a-t-il demandé. J'ai tendu l'oreille, mais je n'ai rien entendu. Annabeth a secoué la tête. Un sifflement, a dit Tati M. Tu entends peut-être l'huile de la friteuse. Tu as l'ouïe fine, Grover. Je prends des vitamines pour mes oreilles. C'est tout à ton honneur, mais je t'en prie. Détends-toi. Tati M, quant à elle, ne mangeait rien. Elle n'avait pas retiré son couvre-chef, pas même pour cuisiner. Et à présent, elle était assise, accoudée sur la table, et les mains croisées, et nous regardait manger. C'était un peu troublant d'avoir quelqu'un qui vous toise, alors que vous ne pouvez pas voir son visage. Mais je me sentais bien après mon hamburger. J'avais même un peu sommeil. Je me suis dit que la moindre des choses, c'était d'essayer de faire un peu la conversation à notre hôtesse. Alors comme ça, vous vous vendez des nains de jardin, ai-je dit en m'efforçant de prendre un air intéressé. Oh oui, a fait Tati M, des animaux également, des gens, tout ce qu'on peut mettre dans un jardin, des commandes personnalisées. La race statuaire est très en vogue, tu sais. Vous êtes bien placé pour les ventes sur cette route. Pas tellement. Depuis la construction de l'autoroute, la plupart des voitures ne passent plus par ici. Je dois chérir chaque client que j'ai. Un picotement m'a parcouru la nuque, comme si quelqu'un me regardait. Je me suis retourné, mais n'ai vu que la statue d'une jeune fille tenant un panier de pâques. Les détails étaient d'une précision incroyable, bien plus grande que ce qu'on voit généralement sur les statues de jardin. Pourtant, il y avait quelque chose qui clochait dans son visage. Elle avait l'air effrayée, voire terrifiée. Ah, a dit Tati M, d'un ton triste. Tu remarques que certaines de mes créations ne rendent pas bien. Elles se ratent. Elles ne se vendent pas. C'est le visage qui est le plus difficile à rendre. Toujours le visage. Vous faites ces statues vous-même, ai-je demandé. Oh oui, à une époque, j'avais 2 sœurs qui m'aidaient, mais elles se sont éteintes.
Tati M est toute seule. Je n'ai que mes statues. C'est pour cela que je l'ai fait, tu comprends. Elle me tient une compagnie. La tristesse de sa voix paraissait si réelle et profonde que j'ai eu de la peine pour elle. Annabeth s'est arrêtée de manger. Elle s'est penchée en avant et elle a dit « 2 sœurs ». Ah, c'est une histoire horrible, a répondu Tati M. Ce n'est pas une histoire pour les enfants. En fait, vois-tu, Annabeth, une femme méchante a été jalouse de moi il y a longtemps. Quand j'étais jeune, j'avais un petit copain, tu sais, et cette méchante femme était déterminée à nous séparer. Elle a provoqué un accident abominable. Mes sœurs sont restées à mes côtés. Elles ont partagé mon triste sort aussi longtemps qu'elles ont pu. Mais pour finir, elles sont passées de vie à très bas. Elles se sont éteintes. Moi seul ai survécu. Mais à quel prix? À quel prix? Je ne comprenais pas vraiment ce qu'elle voulait dire, mais j'avais de la peine pour elle. Mes paupières devenaient de plus en plus lourdes. Mon ventre plein me rendait somnolent. Pauvre vieille dame, comment pouvait-on vouloir du mal à quelqu'un d'aussi gentil? Merci. Annabeth me secouait pour attirer mon attention. Il faudrait peut-être qu'on y aille. Je veux dire, le directeur de la troupe doit nous attendre. Sa voix était tendue. Je ne comprenais pas pourquoi. Grover mangeait le papier paraffiné du plateau. Maintenant, mais si Tati M trouvait cela bizarre, elle n'en disait rien. Elle n'en disait rien. De si beaux yeux gris, a dit Tati M à Annabeth pour la seconde fois. Mon Dieu, ça fait longtemps que je n'ai pas vu des yeux gris comme les tiens. Elle a tendu la main comme pour caresser la joue d'Annabeth. Mais Annabeth s'est levée d'un bond. Il faut vraiment qu'on y aille. Oui, Grover a avalé le reste de son papier paraffiné et s'est levé. Le directeur de la troupe nous attend, c'est vrai. Je n'avais pas envie de partir. Je me sentais à l'aise et repu. Tati M était si gentille. J'avais envie de rester un peu avec elle. S'il vous plaît, mes chéris, appelez Tati M. J'ai si rarement l'occasion de voir des enfants. Avant de partir, vous ne voulez pas au moins vous asseoir pour une pause? Une pause, a demandé Annabeth avec méfiance. Pour une photographie, je m'en servirai comme modèle pour créer un nouvel ensemble de statues. Les enfants sont très appréciés, tu sais. Tout le monde adore les enfants. Annabeth se balançait d'un pied sur l'autre. Je crois que nous ne pouvons pas, madame. Allez, Percy. Bien sûr que nous pouvons, ai-je dit. J'étais agacé qu'Annabeth se montre aussi autoritaire avec nous, et aussi malpolie envers une vieille dame qui venait de nous nourrir gratuitement. Ce n'est qu'une photo. Annabeth, où est le mal? Oui, Annabeth a recoulé la femme. Où est le mal? J'ai bien vu que ça ne plaisait pas à Annabeth, mais elle a laissé Tati M nous ramener au jardin de statues devant l'entrée. Tati M se dirigeait vers un banc à côté du satyre en pierre. Bien, a-t-elle dit. Je vais juste vous placer correctement. La jeune fille au milieu, je crois, et un jeune homme de chaque côté. Il n'y a pas beaucoup de lumière pour une photo et je vais remarquer. Oh, il y en a bien assez, répliquait Tati M. Assez pour qu'on se voie, non? Où est votre appareil? A demandé Grover. Tati M a reculé d'un pas, comme pour admirer la composition du groupe. Alors, ce sont les visages les plus difficiles. Vous pouvez me faire un sourire, s'il vous plaît. Un grand sourire. Grover a jeté un coup d'œil au satyre de ciment, juste à côté de lui, et grommelé. On dirait vraiment oncle Ferdinand. Grover a commandé Tati M. Regarde de ce côté, mon chéri. Elle n'avait toujours pas d'appareil photo entre les mains. Percy, a dit Annabeth. Mon instinct me disait d'écouter Annabeth, mais je luttais contre la sensation de sommeil, l'engourdissement douillet que me donnait la nourriture, et la voix de la vieille dame. Je n'en ai que pour un instant, a dit Tati M. Vous savez, je ne vous vois pas très bien avec ce fichu voile. Percy a insisté Annabeth. Il y a quelque chose de louche. De
louche, a dit Daddy M en levant la main pour détacher le voile qui enveloppait sa tête. Pas du tout, ma chérie. Je suis en si noble compagnie ce soir. Que pourrait-il y avoir de louche? C'est oncle Ferdinand, s'écrie Grover. Ne la regardez pas, a crié Annabeth. Elle a coiffé sa casquette de baseball et elle a disparu. Ses mains invisibles nous ont poussés tous les deux du banc, Grover et moi. Je me suis retrouvé par terre à regarder les sandales de Daddy M. J'entendais Grover qui était allé dans une direction, Annabeth dans une autre, mais j'étais trop sonné pour bouger. Alors, j'ai entendu un bruissement étrange au-dessus de moi. J'ai levé les yeux et mon regard s'est posé sur les mains de Daddy M, qui était devenue noueuse et verruqueuse, avec des griffes en bronze pointues en guise d'ongles. J'ai failli regarder plus haut, mais quelque part sur ma gauche, Annabeth a hurlé. Non, ne la regarde pas. Le bruissement s'est fait entendre de nouveau, un sifflement de minuscules serpents, juste au-dessus de moi, provenant d'à peu près là où devait se trouver la tête de Daddy M. Sauve-toi, appelé Grover. Je l'ai entendu courir sur le gravier en criant Maya pour faire démarrer ses baskets volantes. J'étais incapable de bouger. Je fixais les serres noueuses de Daddy M en essayant de me dégager de la transe cotonneuse dans laquelle la vieille femme m'avait plongé. Quel dommage de détruire un jeune et beau visage, m'a-t-elle dit d'un ton apaisant. Reste avec moi, Percy, il suffit que tu lèves la tête. J'ai résisté à l'envie d'obéir. À la place, j'ai regardé sur le côté et j'ai aperçu une de ces boules de jardin décoratives qui font miroir. J'ai pu distinguer le reflet sombre de Daddy M dans le verre orange. Elle avait retiré son couvre-chef, dégageant son visage, qui luisait d'un éclat pâle. Ses cheveux bougeaient, se tordaient comme des serpents. Daddy M. Daddy M. Comment avais-je pu être aussi bête? Réfléchis. Je me suis dit, comment Méduse meurt-elle dans le mythe? Seulement, j'étais incapable de réfléchir. Quelque chose me disait que Méduse avait été attaquée dans son sommeil par le héros dont je portais le nom, Percé. Là, elle était loin d'être endormie. Si elle voulait, elle pouvait me lacérer le visage avec ses griffes acérées. La déesse aux yeux gris m'a fait ça. Percy a dit Méduse. Elle ne parlait pas du tout comme un monstre. Sa voix m'incitait à lever la tête, à compatir avec une pauvre mamie. La mère d'Annabeth, la maudite Athéna, a transformé la belle femme que j'étais en cette créature. Ne l'écoute pas, a crié la voix d'Annabeth, quelque part au milieu des statues. Sauve-toi, Percy. Silence, a aboyé Méduse, puis sa voix s'est radoucie en un ronronnement rassurant. Tu comprends pourquoi je dois éliminer cette fille, Percy. C'est la fille de mon ennemi. Je réduirai sa statue en poussière, mais toi, mon cher Percy, tu n'as pas besoin de souffrir. Non, ai-je grommelé. J'essayais de mouvoir mes jambes. Souhaites-tu vraiment aider les dieux? A demandé Méduse. Comprends-tu ce qui t'attend au bout de cette quête insensée, Percy? Que se passera-t-il si tu parviens à s'en faire? Ne sois pas le pion des Olympiens, mon chéri. Tu serais bien mieux en statue. Moins de souffrance. Moins de souffrance. Percy. J'ai entendu un bourdonnement derrière moi. Un peu comme un colibri de 100 kilos faisant un piqué. La voix de Grover a hurlé. Baisse-toi. Je me suis retourné, là dans le ciel nocturne, fonçant à l'horizontale parfaite dans un battement de chaussures ailées. Grover déboulait en tenant une branche d'arbre grosse comme une batte de baseball. Il fermait les paupières de toutes ses forces et remuait la tête d'un côté à l'autre. Il naviguait uniquement au flair et à l'ouïe. Baisse-toi, a-t-il hurlé de nouveau. Je l'attaque. C'est ce qui m'a fait enfin réagir. Connaissant Grover, j'étais sûr qu'il raterait Méduse et me clouerait sur place. J'ai plongé sur le côté. Bang! Au début, j'ai cru que Grover était rentré dans un arbre. Puis, Méduse a poussé un hurlement rageur. Misérable satire, a-t-elle grondé. Je vais t'ajouter à ma collection. Ce coup-là, c'était pour oncle Ferdinand, a riposté Grover.
suis esquivé et caché dans les statues pendant que Grover piquait pour un nouvel assaut. Baboum! Ah! A hurlé Méduse, et tous les serpents de sa tête sifflaient et crachaient. Juste à côté de moi, la voix d'Annabeth a dit Merci. J'ai sauté en l'air, si haut que je suis presque passé par-dessus un nain de jardin. Bon sang, ne fais pas ça. Annabeth a retiré sa casquette de baseball et elle est redevenue visible. Il faut que tu lui coupes la tête. Quoi? Tu es folle. Allons-nous-en d'ici. Méduse est une menace. Elle est mauvaise. Je la tuerai moi-même, mais Annabeth a ravalé sa salive, comme si elle allait dire une chose qui lui coûtait d'admettre. C'est toi qui as la meilleure arme en plus. Je n'aurais pas à m'en approcher. Elle me taillerait en pièces à cause de ma mère. Toi, tu as une chance. Quoi? Je ne peux pas. Écoute, tu veux qu'elle change d'autres innocents en statue? Elle m'a montré du doigt un couple d'amoureux, un homme et une femme enlacés que la monstresse avait pétrifié. Annabeth a retiré une boule de jardin d'un piédestal. Un bouclier poli aurait été mieux. Elle a examiné le globe d'un œil critique. La convexité va causer une distorsion. La taille du reflet devrait être effectuée selon un facteur de... Tu pourrais parler clairement. C'est ce que je fais. Elle m'a lancé le globe de verre. Ne la regarde que dans le verre. Ne la regarde jamais directement. Et les mecs, a crié Grover. Quelque part au-dessus de nos têtes. Je crois qu'elle est dans les pommes. Grrr. Peut-être pas, a corrigé Grover, qui repartit à l'attaque avec la branche d'arbre. Dépêche-toi, m'a dit Annabeth. Grover a un flair excellent, mais il va finir par craquer. J'ai sorti mon stylo bille et retiré le capuchon. La lame de bronze de turbulence s'est allongée dans ma main. Je me suis quitté au son des sifflements et des crachotements des cheveux de Méduse. Je gardais les yeux rivés sur la boule de jardin, de façon à ne voir que le reflet de Méduse. Jamais la vraie créature soudain. Le verre coloré, je l'aperçus. Grover arrivait pour un nouveau tour de patte, mais cette fois-ci, il volait un peu trop bas. Méduse a attrapé la branche et l'a propulsé hors de sa trajectoire. Il a culbuté dans l'air et s'est écrasé dans les bras d'un grizzly de pierre avec un grognement de douleur. Méduse allait se jeter sur lui quand j'ai hurlé et j'ai avancé sur elle, ce qui n'était pas facile en tenant une épée et un globe de verre. Si elle chargeait, j'aurais du mal à me défendre. Mais elle m'a laissé approcher, à 6 mètres, à 3 mètres. À présent, je voyais le reflet de son visage. Quand même, il ne pouvait pas être aussi laid. Les tourbillons verts de la boule de jardin devaient certainement la déformer, le rendre encore plus hideux. Tu ne ferais pas de mal à une vieille dame, à une vieille femme. Percy, a-t-elle dit d'une voix mélodieuse. Je le sais bien. J'ai hésité, fasciné par le visage que je voyais, reflété sur le globe, par les yeux qui semblaient transpercer le verre. Tentez et affaiblissez mes bras. Percy, a gémi Grover, encore jugé sur le grizzly de pierre, ne l'écoute pas. Trop tard, a ricané Méduse. Elle s'est jetée sur moi en tordant les griffes. J'ai donné un coup vers le haut avec mon épée et entendu un chlouf et grand, puis un sifflement comme du vent qui s'échappe d'une caverne, le bruit d'un monstre qui se désintègre. Quelque chose est tombé par terre à côté de mon pied. J'ai dû faire appel à toute ma volonté pour ne pas regarder. J'ai senti un liquide tiède imbiber ma chaussette. Des petites têtes de serpents tiraient sur mes lacets dans leur agonie. Oh, Burke, s'écrie Grover. Il avait les yeux toujours hermétiquement fermés, mais je suppose qu'il entendait la créature gargouiller et écumer. Méga Burke. Annabeth m'a rejoint, les yeux tournés vers le ciel. Elle tenait le voile noir de Méduse. Ne bouge pas, m'a-t-elle dit, redoublant de précaution, sans jamais baisser le regard. Elle s'est agenouillée et elle a enveloppé la tête de la monstresse dans le tissu noir, puis elle l'a soulevée. La tête était encore dégoulinante de jus vert. Ça va, m'a-t-elle demandé d'une voix tremblante. Ouais, ai-je décidé, même si j'avais plutôt envie de vomir mon double cheeseburger. Pourquoi la tête ne s'est-elle
J'ai remis le capuchon de mon épée. Tous les trois, nous sommes rentrés dans l'entrepôt d'un pas chancelant. Nous avons trouvé de vieux sacs plastiques derrière le comptoir et enveloppé la tête de Méduse dans 2 épaisseurs. Nous l'avons posée sur la table à laquelle nous allions dîner et nous nous sommes assis autour, trop épuisés pour parler. Au bout d'un moment, j'ai dit: alors, nous devons ce monstre à Athéna. Annabeth m'a jeté un regard irrité. À ton père, en fait, tu as oublié. Méduse était la petite amie de Poséidon. Ils ont décidé de se retrouver dans le temple de ma mère. C'est pour ça qu'Athéna l'a changé en monstre. Méduse et ses 2 sœurs, qui l'avaient aidé à entrer dans le temple, sont devenues les 3 gorgones, ce qui explique que Méduse ait voulu me tailler en pièces, mais te garder sous la forme d'une jolie statue. Elle en pense encore pour ton père. Tu lui as sans doute fait penser à lui. J'ai senti le sang me monter au visage. Alors maintenant, ai-je dit, c'est ma faute si nous avons rencontré Méduse. Annabeth s'est redressée, imitant fort mal ma voix. Elle a dit: c'est juste une photo, c'est juste une photo. Annabeth, où est le mal? Laisse tomber, je dis. Tu es insupportable, tu es odieux, tu es... Eh, s'écrie Grover, vous me donnez la migraine, tous les deux. Et les satyres n'ont pas de migraine. Qu'allons-nous faire de la tête? J'ai regardé le ballot. Un petit serpent pendait par un trou dans le plastique. Sur le côté du sac, il était marqué: merci de votre visite. J'étais en colère, pas seulement contre Annabeth ou sa mère, mais contre tous les dieux et pour l'ensemble de cette quête, pour nous avoir expulsés de la route et entraînés dans 2 grandes batailles dès notre tout premier jour hors de la colonie. À ce rythme, nous n'allions pas arriver à Los Angeles vivants, et encore moins avant le solstice d'été. Qu'avait dit Méduse? Ne sois pas le pion des Olympiens, mon chéri, tu serais bien mieux en statue. Je me suis levé. Je reviens. Percy a crié. Annabeth dans mon dos. Qu'est-ce que tu... J'ai exploré le fond de l'entrepôt et fini par trouver le bureau de Méduse. Sur son livre de compte apparaissaient ses 6 dernières ventes, toutes expédiées aux enfers, pour décorer les jardins d'Hadès, le Perséphone. D'après une facture de transport, l'adresse de facturation des enfers était studio d'enregistrement DOA West Hollywood, Los Angeles, Californie. J'ai plié la facture et l'ai fourrée dans ma poche. Dans la caisse enregistreuse, j'ai trouvé 20$, quelques drachmes d'or et quelques bordereaux d'envoi de Hermès Express. Chacun sortit d'une petite bourse en cuir pour les pièces. J'ai fouillé dans le bureau jusqu'à trouver une boîte qui est la bonne taille. Je me suis retourné au coin repas. J'ai emballé la tasse de Méduse et j'ai rempli un bordereau d'envoi. Les dieux, Mont Olympe, 600e étage, Empire State Building, New York, avec les salutations respectueuses de Percy Jackson. Ça ne va pas leur plaire, m'a prévenu Grover. Ils vont trouver que tu es impertinent. J'ai glissé quelques drachmes d'or dans la bourse. Dès que je l'ai refermé, un tintement de caisse enregistreuse s'est fait entendre. Le paquet a décollé de la table et disparu avec un pop. Je suis impertinent, ai-je dit. J'ai regardé Annabeth, la défiant de faire un commentaire. Elle s'est abstenue. Elle semblait résignée au fait que j'avais un talent particulier pour agacer les dieux. Venez, a-t-elle bouconné. Il nous faut un nouveau plan. Voilà, on est à 50% du livre. C'est la fin du chapitre. Chapitre 12. Nous recevons l'aide d'un caniche. Cette nuit-là fut assez abominable. Nous avons campé dans les bois, à 100 mètres de la route, dans une clairière marécageuse, où, visiblement, les jeunes du coin venaient souvent faire la fête. Le sol était jonché de canettes, de sodas écrasés et d'emballages de fast-food. Nous avions emporté un peu de nourriture et des couvertures de chez Daddy M, mais nous n'avons pas osé faire un feu pour sécher nos vêtements humides. Les furies et Méduse avaient fourni assez d'animation pour la journée. Nous ne voulions pas attirer d'autres créatures. Nous avons décidé de dormir à tour de rôle. Je me suis porté volontaire pour assurer la première garde. Annabeth s'est roulée en boule sur la couverture et s'est mise à ronfler dès que sa tête a touché le sol. Grover a
branche la plus basse d'un arbre, en voltant avec ses chaussures magiques, et il s'est adossé comme contre le tronc et a levé les yeux vers le ciel nocturne. Dors, lui ai-je dit, je te réveillerai s'il y a un problème. Il a hoché la tête, mais n'a pas fermé les yeux pour autant. Ça me rend triste, Percy. Quoi donc? De t'être engagé dans cette quête stupide? Non, c'est tout ce qui me rend triste. Non, c'est tout ça qui me rend triste. Il a montré du doigt les détritus qui jonchaient le sol et le ciel. On ne peut même pas voir les étoiles. Ils ont pollué le ciel. C'est une époque terrible pour un satire. Ah ouais, je suppose que tu es écologiste. Il m'a fusillé du regard. Il n'y a que des humains pour ne pas l'être. Ton espèce encrasse le monde à une vitesse. Oh, peu importe. Inutile de faire la leçon à un humain. Au train où font les choses, je ne trouverai jamais Pan. Pan, comme Peter Pan. Pan, s'est-il écrit avec indignation. P-A-N, le grand dieu Pan. À ton avis, pourquoi je veux un permis de chercheur? Une brise mystérieuse a traversé la clairière, couvrant temporairement la puanteur des détritus et de la vase. Elle était chargée de parfums de baie et de fleurs sauvages, d'eau, de pluie, propre, de toutes ces choses qui avaient sans doute existé dans ces bois autrefois. J'ai soudain ressenti une vive nostalgie pour quelque chose que je n'avais jamais connu. Parle-moi de la recherche, ai-je dit. Grover m'a regardé avec circonspection, comme pour s'assurer que je ne me moquais pas de lui. Le dieu des lieux sauvages a disparu il y a 2000 ans, m'a-t-il raconté. Un marin au large d'Éphèse a entendu une voix mystérieuse qui criait dans le rivage. Dis-leur que le grand dieu Pan est mort. Quand ils ont entendu la nouvelle, les humains l'ont cru. Depuis lors, il pille le royaume de Pan. Mais pour nous autres satyres, Pan était notre dieu et maître. Il nous protégeait, nous et les lieux sauvages de la terre. Nous refusons de croire à sa mort. Chaque génération, les satyres les plus courageux vouent leur vie à retrouver Pan. Ils arpentent la terre, explorent les lieux les plus sauvages et les plus reculés dans l'espoir de trouver sa cachette et de le tirer de son sommeil. Et tu veux être un chercheur? C'est le rêve de ma vie, a-t-il dit. Mon père était un chercheur, et mon oncle Ferdinand. La statue que tu as vue là-bas. Ah oui, c'est vrai, je suis désolé. Grover a secoué la tête. Oncle Ferdinand, connaissait les risques. Papa aussi, mais je réussirai. Je serai le premier chercheur à revenir vivant. Attends une seconde, le premier. Grover a sorti sa flûte de Pan de sa poche. Aucun chercheur n'est jamais revenu. Une fois qu'ils se mettent en route, ils disparaissent. On ne les revoit jamais vivants. Pas un seul en 2000 ans, non. Et ton père? Tu n'as aucune idée de ce qui lui est arrivé? Aucune. Mais tu veux quand même y aller? Ai-je demandé, stupéfait. Je veux dire, tu crois vraiment être celui qui saura te retrouver Pan? Il faut que j'y croie, Percy. Tous les chercheurs y croient. C'est la seule chose qui nous empêche de sombrer dans le désespoir quand nous voyons ce que les humains ont fait de là à la planète. Il faut que je croie qu'on peut encore réveiller Pan. J'ai regardé la brume orangée dans le ciel, en essayant de comprendre comment Grover pouvait courir après un rêve qui paraissait tellement irréalisable. Mais moi-même, étais-je plus réaliste? Comment allons-nous pénétrer dans les enfers? Lui ai-je demandé. À ton avis, quelles sont nos chances contre un dieu? Je ne sais pas, a reconnu Grover. Mais chez Méduse, pendant que tu fouillais dans son bureau, tu te rappelles, Annabeth me disait. Ah, j'avais oublié. Annabeth aura déjà ficelé un plan. Ne sois pas si sévère avec elle, Percy. Elle a eu une vie difficile, mais c'est quelqu'un de bien. Après tout, elle m'a pardonné. Sa voix s'est brisée. De quoi parles-tu? Ai-je demandé. Pardonner quoi? Tout d'un coup, Grover apparut, absorbé par sa flûte et les notes qu'il essayait d'en tirer. Attends une minute, j'ai ajouté. Ta première mission de gardien
cette quête, quelque chose qui n'est pas ce qu'on croit. Sans blague, on m'accuse d'avoir volé l'éclair dérobé par Hadès. Ce n'est pas ce que je veux dire. Les fureurs, les bienveillantes, se réfrénaient, si on peut dire, comme Madame Dodds à Yancy. Pourquoi a-t-elle attendu aussi longtemps avant d'essayer de te tuer? Et puis, dans le deux cas, n'ont pas été aussi agressives qu'elles auraient pu. Elles m'ont paru largement assez agressives. Grover a secoué la tête. Elle nous criait. Où est-il? Où l'avez-vous mis? En parlant de moi, peut-être, mais Annabeth et moi on a tous les deux eu l'impression qu'elle ne parlait pas d'une personne. Elle disait, où l'avez-vous mis? Ça fait plutôt penser à un objet. Ça ne tient pas debout, je sais. Il n'empêche que si nous avons compris une des données de travers, vu que nous n'avons que 9 jours pour retrouver l'éclair primitif, il m'a regardé comme s'il espérait des réponses, mais je n'en avais pas. J'ai réfléchi à ce qu'avait dit Méduse, que les dieux se servaient de moi, que ce qui m'attendait était pire que la pétrifaction. Pétrification. Je n'ai pas été franc avec toi, je dis à Grover. Je me moque de l'éclair primitif. J'ai accepté d'aller aux enfers pour pouvoir ramener ma mère. Grover a émis une note douce en soufflant dans sa flûte. Je le sais, Percy, mais es-tu sûr que ce soit la seule raison? Je ne le fais pas pour aider mon père, il n'en a rien à faire de moi. Je n'en ai rien à faire de lui. Grover, perché sur sa branche, a baissé le regard vers moi. Écoute, Percy, je ne suis pas aussi intelligent qu'Annabeth, et je ne suis pas aussi courageux que toi, mais pour ce qui est de lire les émotions, je suis assez fort. Tu es content que ton père soit en vie, ça t'a fait chaud au cœur, qu'il t'ait reconnu, et une partie de toi veut le rendre fier. C'est pour ça que tu as expédié la tête de Méduse à l'Olympe. Tu voulais qu'il remarque ce que tu as fait. Ah ouais, ben peut-être que les émotions des satyres fonctionnent différemment des émotions des humains. Parce que tu te trompes. Je me moque de ce qu'il pense. Grover a remonté les pieds sur la branche. Ok, Percy, comme tu veux. En plus, je n'ai pas de quoi me vanter. On est à peine sorti de New York. Nous voilà coincés sans argent et sans moyen de rejoindre la côte ouest. Grover a scruté le ciel, nocturne, comme s'il réfléchissait à la question. Et si je prenais le premier tour de garde, hein? Toi, dors un peu. J'ai voulu protester, mais il s'est mis à jouer Mozart doucement et tendrement, et je tournais la tête parce que mes yeux me piquaient. Au bout de quelques accords du concerto pour piano, numéro 12, je me suis endormi. Dans mes rêves, j'étais debout dans une grotte sombre, devant une fosse béante. Des créatures de brume grise tourbillonnaient. Tout autour de moi, des lambeaux de fumée murmurant, et je savais que c'étaient les esprits des morts. Ils tiraient sur mes vêtements en essayant de me retenir, mais je me suis senti comme forcé de m'avancer tout au bord du gouffre. J'ai plongé le regard dans ses profondeurs, et un vertige m'a pris. La fosse était si béante et d'une noirceur si intense que je compris qu'elle était sans fond. Pourtant, j'ai eu la sensation que quelque chose essayait de remonter de l'abîme, quelque chose d'immense et de maléfique. Petit héros, a résonné une voix amusée dans les tréfonds de l'obscurité. Trop faible, trop jeune, mais tu feras peut-être l'affaire. La voix paraissait ancienne, froide et lourde. Elle s'engoulait autour de moi, comme des feuilles de plomb. Ils t'ont trompé, garçon, a-t-elle dit. Négocie avec moi. Je te donnerai ce que tu veux. Une image scintillante a flotté au-dessus du vide. Ma mère, figée dans l'instant où elle s'était dissoute en pluie d'or. La douleur déformait son visage, comme si le Minotaure lui serrait encore le cou. Ses yeux étaient rivés sur moi, me suppliant « Pars !» J'ai voulu crier, mais ma voix ne m'obéissait pas. Un rire glacial a résonné dans le gouffre. Une force invisible me tirait vers l'avant. Il m'entraînerait dans la fosse si je ne résistais pas. Aide-moi à revenir, garçon. La voix devenait plus vorace. Apporte-moi l'éclair. Porte un coup au dieu traître. Tout autour de moi, les esprits des morts murmuraient. Non, réveille-toi. L'image de ma mère a commencé à s'estomper.
La chose dans la fosse a resserré sa prise invisible sur moi. Je me suis rendu compte qu'elle ne cherchait pas à me happer, elle se servait de moi pour se hisser. Bien, a-t-elle murmuré. Bien, réveille-toi. Insistaient les morts. Réveille-toi. Quelqu'un me secouait. J'ai ouvert les yeux. Il faisait jour. Bon, a dit Annabeth. Le zombie est vivant. Le rêve m'avait laissé tout tremblant. Je sentais encore la poigne du monstre de l'abîme enserrer ma poitrine. J'ai dormi longtemps et je demandais. Assez pour que j'aie le temps de préparer le petit déjeuner, répondit Annabeth, en me lançant un sac de chips venant du snack bar de Daddy M. Et Grover est parti explorer. Regarde, il s'est fait un ami. Au début, je n'ai pas bien vu. Grover était assis en tailleur, sur une couverture avec un truc du fait sur le genou. Un animal, en peluche seul, d'un rose artificiel. Non, ce n'était pas une peluche, c'était un caniche rose. Le caniche me lançait un jappement méfiant. Non, pas du tout, a dit Grover. J'ai sursauté. Tu parles à cette chose? Le caniche a grondé. Cette chose, a rétorqué Grover, d'un ton sévère, est notre billet pour l'Ouest. Sois aimable avec lui. Tu parles aux animaux. Grover a ignoré ma question. Percy, je te présente Hortensia. Hortensia, Percy. Je me suis tourné vers Annabeth, m'attendant à la voir rire de cette farce qu'elle me faisait, mais elle avait l'air terriblement sérieuse. Je ne dis pas bonjour à un caniche rose, et je protestais. Laissez tomber. Percy, a dit Annabeth. Je dis bonjour au caniche. Tu dis bonjour au caniche. Le caniche a grondé de plus belle. J'ai dit bonjour au caniche. Grover m'expliquait qu'il avait rencontré Hortensia par hasard dans le bois et qu'il avait engagé la conversation. Le caniche venait de s'enfuir chez ses maîtres, une riche famille du coin qui offrait une récompense de $200 à qui le ramènerait. Hortensia n'avait pas très envie de retourner dans sa famille, mais il était disposé à le faire si cela pouvait aider Grover. Comment Hortensia a-t-il su pour la récompense? ai-je demandé. Il a lu les affichettes, a dit Grover. Cette blague. Bien sûr, suis-je bête? Alors, on ramène Hortensia, a expliqué Annabeth de sa meilleure voix de stratège. On touche l'argent et on achète des billets pour Los Angeles. Simple. J'ai repensé à mon rêve. Les voix murmurantes des morts, la créature du gouffre, et puis le visage de ma mère, scintillant au moment de se dissoudre en pluie d'or. Tout cela m'attendait peut-être sur la côte ouest, mais pas en autocar. Non, a acquisé Annabeth. Elle a pointé du doigt vers le bas de la colline pour me montrer des rails que je n'avais pas pu voir la nuit dernière dans le noir. Il y a une gare de chemin de fer à environ 800 mètres. D'après Hortensia, le train de l'ouest part à midi. Voilà, c'est la fin du chapitre 12. J'espère que ça vous a plu, comme d'habitude. Voilà. Bon, c'est un peu plus court cette fois, mais j'ai quand même fait 2 chapitres. Ce chapitre-là était assez court, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, je vous dis à bientôt. Salut!